Est-ce que tout le monde est prêt et prête pour la table ronde sur le jeu vidéo d'horreur? J'espère que oui, j'espère que vous avez vos plaids, vos doudous et vos meilleurs pop-corn. Parce qu'effectivement, on va commencer tout de suite, parce qu'on est un peu serré en temps. Depuis toujours, les jeux vidéo d'horreur ont structuré les productions culturelles vidéoludiques et se sont fait remarquer tant par leur narration que par leur gameplay. Alors j'ai fouillé un peu Internet pour préparer... Tu m'entends? Oui. Pour préparer cette table ronde. J'ai cherché les listes de meilleurs jeux, donc le truc absolument éclaté au sol. Néanmoins, j'en ai trouvé plusieurs avec toute la subjectivité. Et le troisième va vous étonner. De chaque site. Et à chaque fois, revenaient les mêmes titres d'horreur. Donc, ils font quand même partie des meilleurs. Je pense qu'on les mentionnera plus tard. Mais c'est essentiellement des titres des années 90-2000. Alors, est-ce qu'effectivement, c'est le cas? Est-ce que les meilleurs jeux d'horreur sont déjà sortis? Est-ce qu'ils ont connu un âge de grâce et périclite depuis? Ou est-ce qu'on peut les réinventer? Pour répondre à ces questions et réintégrer les enjeux et les contextes des jeux vidéo d'horreur, j'ai à ma table 3 expertes du genre. Je commence par toi, Dolly, créatrice de contenu, streameuse, enthousiaste des jeux indés et du genre horrifique. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. Je m'intéresse aussi beaucoup au cinéma d'horreur. Donc c'est pour ça que le parallèle est intéressant, sachant en plus que je me suis pas... on va pas dire interdit les jeux d'horreur longtemps, mais que j'avais beaucoup de mal en fait à y jouer. On en reparlera après. C'est pour ça que experte, c'est peut-être un peu abusif. Mais je ne suis jamais dans l'abus. Non, mais elle me survend, j'adore ça. Mais en revanche, effectivement, j'y ai trouvé beaucoup plus de plaisir à partir du moment où je les ai faits en stream. Donc, voilà. On en reparlera effectivement des pratiques. Cyril est également avec nous. Tu es développeur et tu es également auteur d'une thèse sur les jeux vidéo d'horreur. Pas du tout. Tu as un homonyme sur Internet, Cyril. Méfie-toi. Tu as peut-être un doppelganger et hop, j'enchaîne. Et nous avons également en bout de table Julie, journaliste, rédactrice en chef de Canard PC, chroniqueuse pour l'émission Silence on joue et Arrêt sur image. Oui. Toujours une émission mensuelle pour Arrêt sur image. Mais également la marraine de cette édition de Spawn. Bonjour Madame la marraine. Merci, c'est sympa. Et autrice d'une thèse. Non. Autrice d'une thèse. Si, non mais glisse-le, les gens ne vérifieront pas. Je vais poser cette question à tout le monde maintenant. Tu as pas fait une thèse, toi? Alors, première question, je vous propose de commencer par un état des lieux. Est-ce qu'effectivement l'âge d'or des jeux vidéo d'horreur est terminé? Est-ce que vous avez connu cet âge d'or? Et est-ce que vous avez peut-être un classique, des classiques préférés? Julie, peut-être? Alors, est-ce que j'ai vraiment connu cet âge d'or? Pas tout à fait, parce que comme Dolly, je suis rentrée vraiment dans le genre horrifique plutôt via la littérature et les films. J'étais beaucoup trop flippée dans les années 90 et trop petite pour me dire je vais me lancer dans un jeu d'horreur. Mais c'est venu après par la suite. Et j'ai effectivement des jeux que j'adore qui viennent de cette période-là. Je ne vais pas être très originale pour le coup, mais des jeux comme Silent Hill 2 et Resident Evil 4 font partie de mes préférés. Même question pour toi, Cyril. Est-ce que tu as connu cet âge d'or? Est-ce que tu as des jeux de cette époque-là, 90-2000, qui t'ont marqué? Ah, tu as le micro maudit. Okay. Oui, bonjour. Du coup, je ne l'ai pas vraiment connu parce que j'étais encore assez jeune. Mais par contre, je me souviens très bien, ce qui m'a un peu introduit dans l'horreur, ça a été Resident Evil 1 sur PS1, où j'avais vraiment peur d'y jouer, pas peur en y jouant, mais peur d'y jouer, et ça a un peu déclenché l'appréciation de l'horreur en tout cas. Et puis voilà. Et toi, Dolly, donc tu nous disais que toi, c'est arrivé beaucoup plus tard. Ouais, alors que moi, j'étais déjà âgée à cette époque-là, donc je suis suffisamment vieille pour avoir âgée. C'est vraiment pas du tout une question d'âge. Je me rappelle effectivement quand même des premiers Resident Evil parce que mon cousin y jouait en revanche. Moi, j'avais trop peur. Effectivement, je m'approchais pas de ça. Je me rappelle aussi des gros traumas sur Doom. Vraiment le côté t'ouvres une porte, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc ça m'a tenue éloignée des jeux d'horreur, ça m'a pas tenue éloignée du genre de l'horreur, mais je crois que le fait d'être trop investie et donc d'être joueuse et d'être active dedans
rendait ça vraiment flippant parce que c'était à moi de prendre des décisions et c'était moi qui me retrouvais du mauvais côté de la barrière où d'habitude quand on regarde un film on est là mais il est con, pourquoi il fait ça, alors que j'étais là, cette personne qui faisait ça de façon complètement stupide. Donc effectivement pas de gros référentiels d'époque. Maintenant c'est des trucs que je vais découvrir maintenant quoi, en fait, mais avec une expérience différente. Donc les classiques peut-être tu les redécouvres un peu aujourd'hui. Et ben moi je vais en profiter pour caser mon préféré de ma jeunesse, de mon enfance, qui est Alone in the Dark, que j'avançais vraiment pas dans ce jeu, mais j'adorais le lancer, et j'adorais notamment la cinématique d'intro qui est très cinématographique en fait. Du coup, à cette époque, c'est peut-être une question plutôt pour toi Julie, voilà, j'ai mis plusieurs classiques, ce qu'on appelle classiques. J'ai trouvé que le premier jeu vidéo d'horreur, ce serait Haunted House, donc celui qui est tout en haut, sur Magnavox Odyssey. Donc c'était vraiment, a priori, j'ai l'impression que c'était un jeu presque avec une partie jeu de plateau, où on avait une carte d'une maison qu'on devait explorer et éviter les fantômes. On incarne une espèce... Alors, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai qu'il est considéré comme fondateur important dans l'histoire des survival horror, parce que même s'il n'est pas considéré comme le premier survival horror, il a des éléments horrifiques. On incarne une paire d'yeux désincarnée, ce qui est déjà en soi complètement terrifiant, qui doit sortir d'un manoir en réunissant les parties d'une urne. Et on est donc, dans un manoir face à des créatures diverses et variées qui veulent votre mort. En gros. Super. Et alors, tu viens de lâcher le mot survival horror. Comment on définirait ce genre du survival en termes de mécanique peut-être, en termes de narration moins, mais plutôt en termes de mécanique de jeu? En termes de, alors Alone in the Dark est considéré comme le premier survival horror. Enfin, c'est vrai que pendant très longtemps, dans la tête des gens, c'était Resident Evil. Resident Evil qui, à l'époque, Shinji Mikami, donc le directeur du jeu, n'avait pas admis l'inspiration qu'il avait puisée du jeu Alone in the Dark. Il l'a fait seulement en 2014 quand il a quitté Capcom. Donc, pour répondre à la question, pardon, je vais sans doute digresser un peu. Qu'est-ce qui résume un survival horror? Donc, c'est un jeu qui se déroule souvent dans un lieu quand même assez restreint. Enfin, en tout cas, dans ces années-là, c'était souvent dans des lieux clos, avec un inventaire plutôt réduit où notre personnage en fait se retrouve en position de faiblesse, va être face à des forces souvent paranormales contre lesquelles il ne peut pas faire grand-chose et va apprendre au fil du temps à s'armer. Il va devoir effectivement faire des allers-retours dans un environnement complètement hostile. Et oui, comme tu dis, où il est pas du tout en position de force pour gérer notamment son inventaire et survivre. Est-ce que ça, c'est quelque chose, si tu devais faire un survival horror, Cyril, demain, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu utiliserais comme mécanique encore, l'inventaire, la circulation dans l'espace? Ouais, concrètement, l'inventaire est assez important, parce que ne pas avoir beaucoup de place, ça veut dire déjà de ne pas avoir beaucoup de ressources, et quand les ressources sont le moyen de résister, ça veut dire que la résistance est assez minime. Et c'est assez important, en tout cas pour un survival horror, d'avoir ce sentiment de faiblesse face à nos ennemis, même s'il y a moyen de les repousser ou quoi que ce soit, il faut quand même que ça reste dangereux. Tout ce qui est niveau SAS, moi personnellement, les jeux d'horreur, typiquement ceux qui m'ont marqué, c'est les caméras fixes, et pour le coup j'apprécie particulièrement les caméras fixes. Je trouve ça dommage qu'on n'en ait plus autant, que ça soit un peu perdu, justement parce que ça a donné en fait une forme beaucoup plus cinématographique au jeu, et avoir la maîtrise totale de l'angle, ça permet en fait d'avoir une ambiance beaucoup plus lourde. Du coup, les constructions de level à base de ça, c'est assez intéressant, ça crée une claustrophobie en fait. Une oppression, C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de hors-champ qui viennent directement du cinéma, aussi dans le jeu vidéo d'horreur. C'est quelque chose que tu constates aussi, toi, Dolly, en termes d'esthétique, et qu'il y aurait effectivement un lien fort entre jeux vidéo d'horreur et cinéma d'horreur? Je pense que c'est effectivement assez nécessaire d'en reprendre des codes, ne serait-ce que même effectivement en termes d'évolution. Le jeu vidéo, il ne s'extrait pas d'un contexte d'horreur, et l'horreur, elle ne s'extrait pas complètement d'une société non plus. C'est-à-dire que l'horreur, elle évolue avec ce qui se passe dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'on va systématiquement avoir une horreur qui va s'expliquer par l'histoire.
mais ça s'explique aussi par exemple par la culture. C'est ça qui est super intéressant aussi, c'est de voir les différences culturelles qu'il va y avoir et les supports de peur qu'il va y avoir en fonction d'un jeu qui va être réalisé au Japon ou en Europe, etc. Parce que du coup, les mécaniques, les leviers sont pas forcément toujours les mêmes. Mais pour reprendre effectivement, oui, les codes du cinéma, moi en général, les jeux qui marchent le mieux, c'est justement quand ça reprend les codes du cinéma, c'est-à-dire que du coup, il y a aussi une narration forte. C'est-à-dire que, en tout cas pour moi, mais là, du coup, c'est vraiment une question de préférence aussi, hein, mais c'est que si on est vraiment juste sur de l'horreur pour de l'horreur, ça ne fonctionnera pas trop. Alors que si on a tout un contexte, une narration, et qu'on est vraiment investi dans l'histoire, il y a effectivement quelque chose qui, tout de suite, va forcément plus faire peur parce qu'il y a un lien émotionnel qui se tisse, qui est beaucoup plus travaillé effectivement au cinéma. Donc, mais c'est marrant parce que là, je reprends directement à un jeu que j'ai fait il n'y a pas longtemps en stream, un jeu qui date de 93, je crois. C'est vieux. C'est D. Le jeu, D. c'est D, Ouais. voilà. Et effectivement, c'est un jeu qui est vraiment particulier, parce que là, pour le coup, en plus, c'est un jeu qui est timé, mais c'est précisé dans le livret qui accompagne le jeu. Sauf que moi, j'avais le jeu sur Steam, pas le livret. J'ai découvert ça un peu tard. Mais c'est vraiment intéressant de voir aussi les moyens qui étaient mis à l'époque pour justement créer ces tensions. Et là, en l'occurrence, dans D, l'intrigue, c'est vous incarnez une héroïne qui parcourt un hôpital qui est vide parce que son père, qui était donc directeur de l'hôpital, médecin, a tué quasiment tout le monde. Problème de fiche de poste, manifestement. On n'a pas compris trop comment ça fonctionnait, mais bon, voilà. L'hôpital public de nos jours, c'est malheureusement. Et déjà à l'époque, tu vois, ça remonte. Hein. Donc effectivement, on arrive, c'est un huis clos. Bon, après, il y a d'autres enjeux qui arrivent progressivement, mais j'étais vraiment hyper étonnée de voir à quel point ça marchait vraiment bien, alors qu'il y a plein d'éléments un peu surnaturels qui arrivent, on ne comprend pas trop, voilà. C'est très lent, etc. Et ça rentrait quand même un peu en directe opposition avec des jeux maintenant où il faut que tout aille très vite. Et en fait, on retrouve exactement les mêmes exigences aussi dans le cinéma. Le même parallèle peut se faire avec le cinéma d'horreur où le temps n'est plus du tout pris de la même façon maintenant pour développer une histoire. Et généralement, on veut que ça aille vite et que ce soit très vite, très fort, alors que là, c'était pas le cas et ça marchait quand même très bien, même si il y avait d'autres problèmes dans le jeu. Mais donc oui, je pense que en fait, on peut pas forcément tellement analyser le jeu d'horreur sans analyser et sans en tout cas faire un parallèle avec le cinéma d'horreur, quoi. Ça c'est clair. Dans les jeux que j'ai mis là au-dessus, il y a également 2 point and click. Est-ce que Julie ou Cyril, ou toi Dolly, est-ce que vous voulez expliquer peut-être aux gens qui ne savent pas ce que c'est un point and click et en quoi c'est peut-être un peu surprenant d'avoir ce genre-là ou pas, d'avoir ce genre de jeu-là pour un jeu vidéo d'horreur? Alors, pour répondre à la définition de point and click, je vais essayer de faire tu du fais mieux toutes possible. les définitions. C'est un jeu où on pointe et on clique Merci, avec le curseur de sa Julie, souris. merci infiniment. Bravo. Où on passe essentiellement son temps à cliquer sur des éléments du décor. C'est souvent des jeux qui reposent essentiellement sur des énigmes. Il y avait une autre question, tu disais Pourquoi l'horreur Pourquoi l'horreur, c'est pertinent d'avoir ça. Alors, je vais faire un petit retour en arrière, parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais, Dolly, sur le fait qu'on ne peut pas dissocier le jeu d'horreur du cinéma d'horreur. Par exemple, moi je trouve que c'est un genre fascinant à explorer dans les deux médiums, parce que rien que prenons la figure du zombie par exemple dans les Romero, enfin à l'origine il y avait des limites techniques, donc c'était quoi les zombies concrètement? C'était des acteurs à qui on avait foutu beaucoup trop de talc sur la gueule et à qui on demandait de faire un râle. Et petit à petit, le zombie s'est mis à faire de moins en moins peur, c'est devenu une figure de plus en plus récurrente, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des zombies capables de courir, comme on peut voir dans Rec ou dans 28 jours plus tard. Et je trouve que dans le jeu d'horreur, on a un peu ce même phénomène, où un jeu comme Alone in the Dark, qui sort en 92, donc à une époque où il faut terrifier les joueurs avec des gros polygones et des poulets zombies, c'est pas évident, donc qu'est-ce que va faire l'équipe d'Infogrames? Ils vont écrire des textes très évocateurs, finalement, qui vont évoquer quelque chose au joueur, qui va vraiment se faire un film dans sa tête, et il va peut-être plus être terrifié par ce qui se passe dans sa tête, ce qu'il ne voit pas, que ce qui se passe à l'écran.
À côté de ça, ils vont instiller un sentiment de peur permanent. On a l'impression que le moindre élément trivial du jeu peut provoquer leur mort. Ouvrir une porte, ça peut provoquer la mort. Par la suite, les jeux sont devenus de plus en plus réalistes et il a fallu un petit peu... je trouve que c'est une phase où on est arrivé à une horreur un peu plus démonstrative, un peu plus gore. Et je trouve intéressant en fait de voir beaucoup de développeurs indés aujourd'hui faire des point and click en pixel art qui sont très suggestifs. Pardon, je me frappe avec mon micro. Qui sont très suggestifs et très évocateurs et qui reviennent un petit peu quelque part à l'origine des jeux d'horreur. Oui, on voit ça notamment. C'est super intéressant de voir pendant des initiatives comme par exemple les Next Fest où on voit des démos de jeux qui sortent pas toujours après. Parfois c'est un peu le souci, mais il y a toute une section jeux d'horreur où on a des trucs où maintenant c'est beaucoup. On se balade dans la forêt, on voit une lumière bizarre. Voilà, n'attendez rien d'autre, ça n'arrivera pas. Mais en fait, ça marche hyper bien, quoi. Il suffit de mettre la petite musique qui va bien, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce truc cyclique et qu'on voit aussi même avec le cinéma d'horreur, où en fait, avant, on avait des limites techniques, maintenant, on n'en a plus, et ça devient une limite qui n'est pas de limite. Oui. Donc, du coup, quelque part, on revient à un truc beaucoup plus simple, où on se dit, OK, mais en fait, la meilleure horreur, elle est déjà dans la tête des gens. Parce qu'en fait, on ne va pas essayer de trouver des leviers qui vont marcher sur chaque personne, puisqu'en fait, on n'arrivera jamais à faire un jeu complètement personnalisé pour toutes et tous. Donc, l'idée, c'est de laisser suffisamment de mystère pour que, en fait, au final, on les laisse un petit peu dans le vague et que l'imagination, on se dise, soit effectivement, des gens traumas voient des poulets zombies, ils imaginent que c'est peut-être ça, ou d'autres vont penser que c'est leur mère, ou d'autres vont penser que c'est... on ne sait pas. Donc, je trouve que c'est intéressant de se dire qu'au final, le fait qu'il y ait une technique qui évolue de plus en plus, ça soit pas tant que ça une bonne chose. Et vraiment, je trouve que dans le cinéma d'horreur, ça se voit aussi, quoi. C'est-à-dire que, pour le coup, en plus, moi, je suis beaucoup plus adepte du vieux cinéma d'horreur. Donc, vraiment des vieux trucs. On parle de 1920, etc. et un peu après. Mais les trucs très récents marchent beaucoup moins bien sur moi parce que j'ai l'impression qu'on essaye de me forcer, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas trop le choix, notamment, par exemple, avec des techniques de jumpscare ou des choses comme ça. Donc pour les gens qui ne voient pas ce que c'est qu'un jumpscare, c'est vraiment juste quelque chose qui apparaît très vite à l'écran et qui va automatiquement vous faire sursauter. Pas nécessairement parce que vous avez peur, mais parce que vous êtes surprise en fait. Donc c'est pas une mécanique. Ça peut être intéressant de temps en temps, mais quand c'est un abus constant, ça fatigue un petit peu. Et là c'est pareil, j'ai la sensation que dans le jeu vidéo, on en revient un peu. Parce que au final, oui, les gens commencent à être aussi habitués quelque part, quoi. La question de la contrainte technique, elle s'était posée aussi sur le jeu Silent Hill, qui est aussi emblématique du survival, parce que mine de rien, l'image d'une ville ensevelie sous la brume, c'était à la fois un hommage à Stephen King et à sa nouvelle très bien nommée Brume, mais c'était aussi une contrainte technique parce que ça permettait quelque part de dissimuler des décors que les développeurs n'étaient pas en mesure de modéliser parce que c'était une toute petite équipe. Et ce que disait Cyril aussi sur les plans fixes, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a eu ça dans Resident Evil. Le tout début, c'était des plans fixes et par la suite, il y a eu ce passage donc à la troisième personne. Ensuite, lors du 7e épisode de Resident, il repasse à la première personne où là on retrouve un côté très claustrophobe et le moment donc où ils se retrouvent à faire les remakes des premiers Resident Evil, se disent comment est-ce qu'on va faire en fait maintenant pour faire peur aux gens parce que on n'a plus de plan fixe, on n'a plus la première personne qui limitait un petit peu le champ de vision et finalement qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus à des truchements avec de l'obscurité et du brouillard, quand bien même ils ont les capacités techniques de modéliser dans leur environnement, quoi. Ça me fait penser à l'incroyable mamie en chaise roulante de Resident Evil 6. Ah oui, elle est incroyable. 7, ouais. Marguerite. 7, oui, c'est ça. Ouais, non, oui, non, la mamie, oui, pas la mamie, pas Marguerite. Oui, moi, je suis traumatisée par Marguerite. Petit spoil. Donc effectivement, il y a quand même un renouveau qui est en train de s'opérer ces dernières années. Je pensais aussi, en allant plus loin, à des jeux comme Outlast ou Alien Isolation, où on est vraiment démunis, on n'a même pas d'armes en fait, donc l'idée c'est on va se cacher et on va essayer de s'en sortir. C'est vraiment la solitude est absolue finalement. C'est l'angoisse la plus totale. Et aussi on a parlé de Resident Evil et Silent Hill, on parlait de comment supposer l'horreur est plus fort que la montrer, comme au cinéma d'ailleurs. Ça m'a fait penser évidemment à Pity. Je ne sais pas si je vais pouvoir lancer la vidéo.
Pity, où globalement, on marche dans un couloir, quoi. Si on doit résumer le truc, c'est ça. Ça marche si bien. D'accord, merci YouTube. Un plaisir de travailler avec toi. C'est un jeu que vous avez fait, vous, Pity, parce que au plus, il y a tout le mythe qui entoure le jeu en fait, il devait sortir, il n'est pas sorti, nanana. On peut plus y jouer. Moi, j'y ai pas joué. Il n'existe plus, il était que sur la PS4. Julie, toi, tu l'as fait peut-être pour le boulot ou ce genre de... Je l'avais fait, mais alors je l'ai fait après, parce que heureusement, il y a des personnes qui ont fait un mode pour PC qui permet donc de jouer au Pity, qui était dispo sur PS4, qui malheureusement est introuvable aujourd'hui. Et ouais, je trouve que c'est une expérience absolument faramineuse, même si elle reste un douloureux rappel qu'on n'a pas eu le droit à Silent Hills, mais bon, ça... Petit trauma. Et je trouve que c'est peut-être le jeu qui prouve que c'est l'ambiance, en fait, ce que vous disiez. Va pas me faire peur avec du bouh, vient plutôt me faire peur avec une ambiance pesante, lourde, limite un jeu dont j'aurais envie de partir. Et c'est là que c'est très fort. Cyril, peut-être comment on retient les joueurs dans un jeu d'horreur, mais pas trop non plus, tout en continuant à leur faire peur. C'est très compliqué en fait de maintenir la tension en fait, parce que forcément le jeu va faire monter la tension en permanence pour essayer d'atteindre ce niveau de peur où la personne se dit non mais là c'est fini, je me casse, ça devient trop grave. J'en peux plus. C'est trop grave. Et c'est à ce moment-là où le jeu va trouver un moyen pour faire redescendre la pression en fait. Et par exemple sur Resident Evil, c'est via les safe zones où il y a des rooms qui sont juste complètement safe, il n'y aura jamais de menace. Il y a une musique qui est emblématique pour cette zone, elle est très éclairée, c'est la détente totale. Et ça permet aux joueurs de souffler pendant 5 minutes, se reposer la manette parce qu'il est en train de trembler, n'importe quoi. De faire pouce, quoi. C'est ça, avant de pouvoir reprendre s'ils le souhaitent ou s'ils ne le souhaitent pas. Et du coup, là, c'est reprise de la montée en tension. Et du coup, c'est toute une rythmique de réussir à faire monter la tension de manière régulière, tout en ne dépassant pas le seuil où la personne se dit juste « Non, mais là, j'arrête. C'est fini, j'arrête. » Parce que le problème, c'est que si la personne s'arrête sur un moment de tension forte, il ne reviendra pas. Enfin, il y a une chance assez forte qu'il ne revienne pas parce que, en fait, ce n'est pas l'expérience qu'il voulait avoir. Et du coup, ouais, c'est toute une gestion... au niveau de la tension et de la rythmique, et typiquement Pity le fait assez bien, je trouve, sur la gestion justement de on va avoir peur, puis après il va rien se passer pendant 5 minutes, donc on commence à se recalmer, et à ce moment-là ça repart de plus belle. On en vient en fait, je pense que c'est ce qui est bien avec Pity, et que quelques jeux font aussi, il y a beaucoup de choses dans les jeux indés qui font un peu ça, c'est que en fait il y a suffisamment de tension pour avoir peur, mais pas trop, et au bout d'un moment on a envie de chercher et on a envie d'avoir peur, c'est-à-dire que du coup on reprend suffisamment confiance pour ouvrir cette porte qu'on n'osait pas ouvrir, ou pour regarder, observer ce tableau dont on a l'impression qu'il a changé peut-être, mais on n'est pas trop sûr. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est l'espèce de limite ténue entre j'ai envie d'avoir peur et j'ai envie de me faire peur aussi. Parce qu'il faut vraiment impliquer le joueur ou la joueuse là-dedans. C'est pas juste passif et on nous balance des trucs comme dans un train fantôme, parce que c'est pas l'idée non plus, quoi. Et je trouve que par plein de petits détails comme ça, ça marche bien. Il faut aussi, par exemple, évoquer, c'était peut-être prévu après, mais du coup je skip, mais beaucoup de jeux, et on voit ça, c'est aussi en lien avec ce qu'on disait avec l'horreur, la façon dont évolue l'horreur. C'est hyper important de parler des backrooms notamment, parce que c'est une tendance. En fait, les backrooms se rapprochent beaucoup de tout ce qui est creepypasta. C'est difficile d'expliquer tous ces termes-là, mais en gros, c'est un univers fictif qui est inventé par une communauté. Plusieurs personnes en fait écrivent des fictions autour des backrooms, qui sont donc un espace, ce qu'on pourrait appeler un espace liminal, une espèce de passage, des niveaux avec des pièces, avec de la moquette humide, des murs jaunis, des espèces de vieux locaux de bureaux, etc. Et donc on clip dans les backrooms, nos clips, et c'est-à-dire que du coup on arrive
par le truchement, dont on ne sait pas trop quoi, mais bon, bah, voilà, c'est la magie du truc. On débarque là-dedans. Donc c'est une horreur qui est, alors qui n'a pas encore été adaptée au cinéma, mais bientôt. Ça pose des questions, mais bon, bah, voilà. C'est quelque chose qui se trouve beaucoup en fait sur Internet, souvent par des générations plus jeunes, et qu'on voit beaucoup récupérer maintenant dans le jeu indé. C'est-à-dire que là, je pense la dernière année, ces 2 dernières années même, grand max, on voit beaucoup de jeux indés qui sortent des jeux sur les backrooms, où on va se retrouver dans des contextes de pièces, comme par exemple des grands espaces de piscine, des grands murs carrelés avec juste de l'eau, et il n'y a rien en fait. Il n'y a rien, mais il y a des trucs bizarres, mais il n'y a rien. Mais on se retrouve en fait vraiment accroché à parcourir des longs couloirs de rien, parce que on a quand même un peu toujours cette espèce de promesse de peut-être quelque chose. Et je trouve que ça montre bien à quel point, quand on fait confiance au joueur ou à la joueuse, en fait, il s'invente toute une mythologie dans sa tête, et un lieu qui est a priori neutre devient vraiment un espèce de projection hyper intense, dans lequel il peut se passer plein de choses. Et pour avoir fait quelques-uns de ces jeux-là en stream, c'est vraiment hyper étonnant de voir à quel point il y a des gens qui s'en foutent complètement, mais vraiment indifférence la plus totale. Mais à côté de ça, il va y avoir des gens que ça fout super mal à l'aise. Donc ça montre bien qu'il y a quand même vraiment effectivement une différence. Il y a des gens effectivement qui quittent le live et qui nous disent voilà, je reviendrai quand ça sera fini, quoi. Oui, parce que ça fait peur à un point tel que même quand la personne n'est pas en train de jouer... Trop anxiogène, en fait. Voilà. Trop d'incertitudes. Donc ça prouve bien aussi que les gens ne cherchent pas forcément toujours la même chose dans l'horreur. C'est que soit on a besoin d'un cadre très construit dans lequel on sait qu'on va avoir peur, et il y a cette espèce de contrat, en fait, où on dit, ben voilà, là maintenant, dans cet espace-là, je vais avoir peur, je suis préparée psychologiquement, il y a mon consentement aussi, parce que ça, c'est hyper important. Avec tout ce qui est backroom, j'ai l'impression que il y a une forme, c'est pas une rupture du contrat, hein, mais on nous dit peut-être que tu vas avoir peur, mais peut-être qu'il va rien pas trop, mais peut-être que quand il se passe rien, il se passe quand même des choses. Donc du coup, je pense que c'est un truc qui brouille un peu cet espace-là, et c'est hyper intéressant de le développer, notamment dans le jeu vidéo, parce que là, il y a ce truc actif de savoir est-ce que cette personne-là va vraiment chercher à explorer tout le niveau, ou est-ce qu'elle va chercher juste à partir. Enfin, donc du coup, c'est vraiment super intéressant à voir, notamment. Oui, voilà, là, du coup, on vidéo en direct des backrooms. Incroyable. Voilà. Et voilà, donc ce sont des espaces comme ça qui sont vraiment étonnants. C'est assez marrant de se questionner aussi sur pourquoi. Excusez-moi. Pas de souci. C'est hyper intéressant de se questionner pourquoi ça marche et pourquoi on est sur une forme d'horreur maintenant qui est comme ça. C'est un autre sujet. Mais voilà, et ça ce genre d'ambiance-là, on en voit mais beaucoup dans le jeu indé récemment. C'est vrai, tu cites les backrooms, mais il y a aussi la fondation SCP qui a inspiré énormément de jeux d'horreur. Et c'est fou parce que avec ces récits collectifs qui sont quand même rédigés par des centaines et des centaines de personnes à l'imagination débordante, il y a un tel puits de matière à exploiter que ça paraît logique en fait que ce soit complètement réapproprié par des développeurs indépendants. C'est excellent parce que vraiment, donc, dans les backrooms, il y a différents niveaux. Il y a de tout. Voilà, il y a des choses très inquiétantes comme ça. Ce matin, on parlait de Roblox. Il y a effectivement certains des niveaux des backrooms qui ont été refaits dans Roblox. En fait, ce que je trouve génial avec ce genre d'horreur-là, c'est que c'est une horreur protéiforme qui est faite par une génération qui maîtrise énormément de plateformes, puisque du coup, on va avoir ça dans des jeux vidéo, on va avoir ça à l'écrit, on va avoir ça dans des mini-vidéos sur TikTok aussi, ça marche super bien. Les piscines. Voilà, sur les piscines, qui sont parfois moins chargées que ça, parce que là, c'est plein de petits canards et des bouées. Mais du coup, par des photos aussi, on va avoir des photos de parking vide ou de choses comme ça. Je trouve ça très intéressant, et je pense que l'avenir de l'horreur est là aussi, sur des récits qui sont écrits à partir d'une mythologie commune, faite par plein de gens, et donc du coup dans lequel on peut avoir plein de référentiels différents et un peu piocher là où on veut. L'avantage aussi, c'est que ce sont généralement des communautés qui sont beaucoup dans le partage, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une mise en commun de toutes ces informations-là,
Et il n'y a pas du tout de ce qu'on pourrait appeler le gatekeeping, c'est-à-dire de personnes qui vont garder absolument, tenir à garder l'exclusivité sur certains trucs. Non, là, c'est vraiment, tout est mis en commun et ça fait vraiment plaisir. Enfant hostile. Vous avez vu sur TikTok, effectivement, il y a la mythologie créée sur Internet, donc ce qu'on appelle, avec un anglicisme que l'Académie française nous envie, les creepypastas dont tu as parlé. Et tout ce qui est culture du mème, etc. On pourrait aussi parler de Slenderman, de tout un tas de jeux qui créent, comme ça tu l'as dit, une culture commune, une base commune que tout le monde connaît. Et qu'en jeu vidéo, les indépendantes vont pouvoir s'approprier et exploiter et avoir des codes communs avec la personne qui va manipuler le jeu. Mais il y a aussi des indépendants qui font le choix, entre guillemets, inverse, de se concentrer sur leur culture à elles et eux. C'est le cas de plusieurs jeux, notamment beaucoup de jeux asiatiques qui décident de montrer des monstres issus de leur propre mythologie et mythes. Julie, tu voulais nous en parler un petit peu de cette tendance-là des indépendants aussi à aller chercher leur culture spécifique, entre guillemets? Oui, il y a plusieurs exemples que je trouvais assez intéressants. Il y a notamment le cas du studio Red Candle, qui est un studio taïwanais, qui est connu pour avoir fait 2 jeux horrifiques. Donc il y en a un qui s'appelle Detention et un qui s'appelle Devotion, oui, pardon, qui a connu un sort malheureusement tragique parce que existait dans le jeu un placeholder qui faisait une référence à Xi Jinping et à Winnie l'ourson, ce qui n'a pas du tout plu. Le jeu a été retiré de Steam par la suite. Mais ce qui était intéressant dans ce jeu, c'est que c'était donc à la fois on y suit en fait un scénariste sur le déclin qui enquête dans un appartement pour comprendre ce qui est arrivé à sa famille. Et il y a à la fois des choses très ancrées dans la culture taïwanaise. Vous allez tomber par exemple sur des objets qui vont vous apprendre un petit peu des choses sur la société taïwanaise, mais le jeu en soi tacle des problématiques très universelles. Ça va parler par exemple de la vision très patriarcale de la famille qui est représentée par le père dans le jeu, sur les tabous liés à la santé mentale, parce que, je veux pas trop spoiler le jeu, mais je trouve ça intéressant en fait de partir de quelque chose de très spécifique qu'on n'est pas habitué à voir, et les développeurs de Red Candle ont fait ce choix assumé justement de s'extirper un petit peu des environnements qu'on a l'habitude de voir dans l'horreur, à savoir souvent des environnements européens, américains, mais représentatifs de là où il y a les grosses industries du jeu vidéo. Et voir des développeurs de plus en plus se tourner vers leur folklore local, moi je trouve ça intéressant parce que non seulement ça nous ouvre de nouvelles perspectives, ça nous ouvre aussi les portes d'un nouveau type de bestiaire. Il y a donc le cas de Red Candle, mais il y a aussi, je vois The Medium de Bluebird Team, qui, alors à mon sens, n'exploite peut-être pas assez son histoire, parce que j'avais presque l'impression de jouer un jeu qui aurait pu se dérouler aux États-Unis pendant un temps, mais qui puise en tout cas ses inspirations chez des peintres, des peintres slaves. Moondawn est un cas ultra intéressant, je trouve. Alors c'est un jeu que le développeur a très bien résumé, Michel Ziegler. C'est Farming Simulator qui rencontre Eraserhead. Voilà, c'est pour vous donner un peu l'idée du truc. C'est tellement lynchien, il est incroyable. Et ce jeu, je le trouve fabuleux. Alors c'est à la fois, il a un gameplay très pâteau parce qu'il a été développé par une seule personne, mais il a une identité visuelle hallucinante dans le sens où toutes les textures, tout a été dessiné à la main dans des teintes sépia par Michel Ziegler, donc qui a passé un temps dans les Alpes suisses à dessiner tous les paysages. C'est très très singulier. Et il y a aussi ce truc où le jeu est intégralement doublé en romanche. Je crois que c'est le seul jeu en romanche que j'ai fait de ma vie. Et la langue est absolument... Moi, j'ai eu un coup de cœur pour la langue, le romanche. Oui, moi aussi, j'ai très envie d'apprendre le romanche. Et je trouvais ça incroyable. C'est tellement rare, en fait, d'avoir des jeux qui sont toujours dans la langue d'origine. Ça arrive, mais là, pour le coup, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Puis il y a ce truc aussi il y a un côté imprévisible. On commence une histoire qui s'ancre, j'en sais rien moi, dans la culture américaine, etc. On sait à peu près à quel type de figure on peut avoir affaire. Là, on est dans Moondawn, on est dans les Alpes suisses, on se fait poursuivre par un homme de paille, on converse avec une tête de chef décapitée. Il y a un côté où on ne sait pas du tout où le jeu va nous mener. C'est à la fois intriguant et terrifiant. Et je trouve que ça se fait en tout cas de plus en plus. C'est vrai que le côté un peu folk horror, en fait, on y revient. Il y avait Ikai aussi de Enflame qui reprenait les yokai, qui était super intéressant, qui était très joli. Voilà, un peu hasardeux parfois, mais globalement c'était hyper intéressant. Je trouve que c'est justement une bonne chose que de se reposer sur un patrimoine et sur une culture, notamment pour s'exporter, parce que justement, autant les yokai
dans leur pays d'origine, ne feront pas forcément tant que ça flipper. Par contre, nous, évidemment, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Pourquoi il y a des parapluies qui marchent ou des choses comme ça. Avec un œil et une langue géante. Wow. C'est ça, voilà. Pourquoi il y a des mains qui sortent des toilettes. Enfin, il y a des trucs comme ça. Et je trouve ça chouette, notamment aussi dans la façon dont ça nous apprend des choses. On n'est pas forcément obligé d'apprendre des choses par le jeu vidéo pour qu'il soit pertinent. On peut juste s'amuser, c'est déjà bien. Mais là-dessus, je trouve que ça, c'est hyper important. Sachant qu'il y a aussi... le thème en lui-même de la folk horror est super intéressant parce que c'est un thème qui développe énormément de problématiques politiques. C'est un genre qui est né dans les années 60-70 et qui, même depuis ça, au cinéma, a beaucoup évolué aussi et qui évolue lui-même en tant que genre horrifique au cinéma. Donc, je trouve que c'est marrant de voir que ça revient dans le paysage vidéoludique après avoir évolué dans l'univers cinématographique, quoi. Donc voilà, découvrez la folk horror, c'est fantastique. J'ajouterais juste que pour Medium, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Julie, parce que justement, il y a toute une dénonciation politique de ce qui s'est passé en Pologne. Alors justement, moi j'avais trouvé ça plus léger que ce que j'espérais. Peut-être que j'en attendais beaucoup aussi de la part de la Bloober Team. Donc là, on a vu qu'effectivement, et ce que je trouve aussi incroyable, c'est que quelle que soit l'origine du jeu d'horreur auquel on va jouer, et ça peut être une culture complètement différente de la nôtre, la flip est universelle. Et c'est incroyable. On sait tout de suite que non, toi, je vais partir en courant dans la direction opposée. Et il y a quelque chose de beau à se dire, ouais, en fait, on a peur tous et toutes des mêmes trucs, globalement. Ça prend pas les mêmes formes, mais dans l'idée, on a peur des mêmes choses. Donc là, on a vu que, effectivement, pour des questions de narration, pour des questions de représentation et d'imagerie, les devs indés peuvent souvent aller s'inspirer soit de la culture internet, de la culture locale, etc. Mais du coup, moi, je voulais te demander, Cyril, et le gameplay dans tout ça, alors, qu'est-ce que ça... On a vu un peu comment on pouvait retenir son joueur, mais est-ce qu'on peut avoir des spécificités de gameplay aujourd'hui dans un jeu d'horreur ? Ouais, du coup, c'est... Plutôt, on en parlait du fait que on peut pas vraiment dissocier les films d'horreur des jeux d'horreur de par leur inspiration. Enfin, le jeu est arrivé après et du coup, c'est beaucoup inspiré du film d'horreur. Là où moi, je suis pas trop d'accord, c'est que le jeu vidéo doit rester un jeu vidéo et en fait, il doit se démarquer par le fait qu'il est capable de produire autre chose qu'un film. Et ça, on peut en fait le faire via le gameplay. Et c'est assez marrant de voir que le gameplay en fait, des jeux d'horreur, il n'a pas vraiment évolué, en fait, à part les caméras qui ont potentiellement changé. Ça reste assez standard de récupérer des notes, courir, s'enfuir, fermer des portes et ce genre de choses. Et c'est un peu dommage, surtout dans l'ère dans laquelle on est, il y a énormément de choses qui sont connectées maintenant sur lesquelles on pourrait en fait, interagir. Comme typiquement, on pourrait, comme on disait plus tôt, le jeu vidéo c'est un contrat et à partir du moment où on accepte le contrat, on pourrait se dire ok, ce jeu vidéo là, il a besoin d'une appli sur mon téléphone et à n'importe quel moment, le téléphone sonne en plein milieu du gameplay et ça fait partie du jeu. Et il y a quelqu'un qui décroche. Répondre au téléphone. Jamais. Exactement. Et du coup, c'est des choses qui en fait pourraient renouveler le genre en lui-même et surtout bien marquer la séparation entre le film d'horreur et le jeu d'horreur, sur lequel en fait le joueur fait part intégrante du jeu et donc crée un lien aussi bien entre le joueur et le personnage, mais aussi entre le jeu et le joueur, pour vraiment en fait briser cette frontière qui est que actuellement les jeux d'horreur c'est un personnage qui se fait courser, c'est un personnage qui s'en prend plein la figure. Mais en fait, si l'horreur arrive à dépasser ça et à venir atteindre le joueur, soit via son téléphone, soit via, lancer une vidéo sur son Chromecast en plein milieu, là, tout de suite, le joueur part dans une autre dimension d'horreur, à mon avis, où le jeu interagit directement avec lui. Et du coup, c'est une nouvelle perspective, en fait, à mon avis, sur ce que le jeu pourrait proposer. Finalement, je pense, ce que tu dis me fait penser à un exemple que je trouve très réussi, c'est celui de Doki Doki Literature Club, qui est
Parce qu'il y a un peu ce contrat tacite, normalement. Le jeu est pas censé... désolé pour le spoil, mais le jeu n'est pas censé fouiner dans mon ordinateur, ou en tout cas me contraindre à fouiner dans mon ordinateur. Et quand Dan Salvato, le développeur principal du jeu, en parle, c'est intéressant parce que lui explique que ce qui lui a donné envie de faire ce jeu, alors je sais plus à quel jeu il jouait à l'époque quand il était petit, mais à un moment, le disque auquel il était en train de jouer s'est éjecté en plein milieu de sa partie, à un moment où c'était pas du tout censé arriver, c'était pas prévu par le jeu, mais lui il se disait non mais moi j'ai un contrat tacite avec ma console, c'est qu'elle est pas censée s'ouvrir comme ça soudainement pendant que je suis en train de jouer à un jeu, et c'est ce qui lui a inspiré un peu l'idée de Doki Doki Literature Club. Mais c'est vrai que ça reste anecdotique ce genre d'exemple malheureusement. Oui, c'est ça, parce que je pensais aussi au jeu, mais c'est sur mobile, Night Terrors, donc les terreurs nocturnes. Il me semble que lui, c'était tout à fait ce que tu décris, mais il n'y a pas de lien avec... Bonjour, oui. Il n'y a pas de lien avec mon micro crépite, avec un jeu qui serait sur un autre support. C'est uniquement le téléphone qui va t'envoyer des messages, qui va t'appeler... Des trucs un peu flippants, mais... Alors que recevoir un coup de fil ou avoir sa porte qui sonne en plein milieu d'une session de gameplay Ouvrez, au c'est pic les impôts. de l'attention, c'est tout de suite beaucoup plus effrayant, en fait. D'avoir une interaction dans l'environnement alors qu'on est censé être sécurisé, en fait. Ce qui est dangereux, c'est dans le jeu. Ça n'est pas censé aller au-delà de ça, et à partir du moment où on commence à avoir des interactions au-delà du jeu, en fait, là, tout de suite, on rentre dans une autre dimension. Mais alors là, je te pose la même question que je t'ai posée tout à l'heure. Quand est-ce qu'on va trop loin ? Parce que moi, je suis une femme, je vis toute seule. Quelqu'un qui m'appelle et qui toque à ma porte, je me dis... Non. C'est ça le truc, c'est de savoir trouver la frontière entre ça va trop loin et en fait, on est en train de devenir trop invasif. Et en fait, c'est là-dessus où peut-être qu'il faudrait expliciter le contrat qui est signé au départ avec le joueur, lui préciser, il va se passer ça, il peut se passer ça, est-ce que tu es d'accord ? Oui, mais du coup, il y a la surprise, effectivement, qui marche moins bien. Enfin, c'est un peu le curseur. Ou alors, il faut mettre un lieu, définir un lieu, mais ça, ce serait plus en VR. Enfin, c'est hyper compliqué, en fait, de réussir à faire des choses un peu en réalité augmentée, en médias mixtes, sur les jeux d'horreur. Cela dit, j'en profite pour parler du meilleur MMO du monde. Non, peut-être pas. The Secret World qui faisait ça puisqu'on avait des quêtes en ARG, donc on devait vraiment chercher sur des sites, voire des faux sites qui avaient été faits pour ça, appeler des faux numéros. Enfin, il y avait vraiment ce côté, le jeu hors du jeu, et c'était pour enquêter sur... c'était pas vraiment un jeu d'horreur, mais c'était dans une ambiance horrifique. Bon, on n'a pas trop défini parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a aussi qu'est-ce qui est un jeu d'horreur ou pas. Ça, c'est aussi un petit peu compliqué. J'ai une autre question du coup sur le gameplay. Il y a une tendance, ils sont tendance, deux garçons très tendance, mais c'est pas d'eux que je veux vous parler pour le moment. Il y a une tendance en ce moment qui est de faire des jeux d'horreur en multi. Comment ça se fait que ça casse pas la projection du joueur ou de la joueuse qui se dit je suis seul, comment ça se fait qu'on puisse avoir peur à plusieurs ? Je pense que c'est parce qu'il y a quand même toujours l'inattendu et que on réfléchit moins aussi à plusieurs. Désolée. Vous entendez le public ? Spoiler alerte, effectivement. Après, ça dépend, mais je pense qu'il y a ce côté où on revit un peu une aventure, là comme dans un film où on est une bande de potes, on arrive dans un endroit, on ne sait pas ce qui se passe, on va devoir enquêter. Donc, quelque part, le fait d'être à plusieurs, ça pourrait casser l'horreur, mais ça renforce l'immersion. Donc, du coup, comme l'immersion est renforcée, l'horreur aussi, quelque part. Même, par exemple, effectivement, sur des jeux comme Phasmophobia, où l'idée, c'est d'enquêter et de savoir à quel type de fantôme on a affaire. Là, c'est intéressant parce qu'on a quand même une mission. On est obligé d'accomplir des choses et on galère parce que en fait, le fantôme, il n'est pas content, il essaye de nous tuer, quoi. Donc, je trouve que, à mon sens, ça marche comme ça. Il y a aussi l'image qui est juste à côté de l'image de Phasmophobia, c'est Dark Pictures. Évidemment, Dark Pictures, voilà. Que moi, j'ai découvert récemment en le faisant en multi à 2. Là où c'est hyper intéressant sur ces jeux-là, c'est que tu n'as pas la même chose. Oui. Donc, du coup, tu as deux... J'ai bien aimé ça. Ouais, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que
Là, c'est pareil. Alors, souvent, les gens dénoncent ou vantent, ça dépend comment on prend ça, mais le côté nanardesque un peu de ces jeux-là. C'est très inspiré du cinéma, exactement. Teen horror movie, ce genre de choses. Voilà. Donc, il y a effectivement des gros poncifs du cinéma d'horreur qui, du coup, sont quand même assez plaisants aussi, je trouve, marchent bien. Mais là où ça marche vraiment encore mieux, c'est que on vit pas les mêmes choses, on contrôle pas les mêmes persos. Donc l'immersion est à fond parce qu'on va devoir raconter en fait à la personne avec qui on joue ce qu'on a vu, ce qui se passe. Donc il y a cette mise en commun des infos en mode oh là là, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ci, j'ai vu la gamine, elle est partie par là. Et donc vraiment encore une fois, on a cette immersion qui marche super bien où on est obligé de raconter ce qui se passe. Alors là c'est pareil, on pourrait se dire à partir du moment où on explique, on enlève un peu du mystère et de l'horreur, mais en fait pas du tout. Ça marche quand même bien. Et il y a des jeux dans lesquels ça peut être un peu les deux. Par exemple, Lethal Company, un jeu qui cartonne depuis plusieurs semaines, où en gros on est un groupe d'astronautes exploités et on doit aller chercher des trucs sur des planètes bizarres pour les ramener, gagner de l'argent, etc. On rigole beaucoup sur ces jeux-là, mais ça fait peur aussi parce qu'on doit exploiter des lieux dans lesquels on va tomber sur des monstres, etc. Donc je pense qu'il faut aussi arrêter de voir l'horreur comme quelque chose de sacré et qui doit être... il faut que ce soit très, très horreur dans un coin. Ça peut se mélanger avec d'autres choses et ça peut aussi se mélanger avec le rire. On le voit aussi, de toute façon, pareil au cinéma. Donc... l'horreur, elle est vraiment multiple et je pense que c'est pour ça qu'elle peut être complètement protéiforme dans le jeu vidéo comme dans le cinéma. Et c'est justement ce qui fait sa force aussi, parce que s'il y avait vraiment juste une façon de traiter l'horreur, une façon de jouer l'horreur, on ne serait pas en train de se poser la question de son renouvellement, on serait en train de se dire c'est dommage, c'était sympa l'horreur dans les années 90, mais du coup c'est mort en fait maintenant. J'ai l'impression aussi que dans les jeux en multi, il y a forcément, on l'a vu, les jeux des années 90 rendaient difficile la circulation, la défense et l'inventaire de la personne qui joue. Dans les jeux en multi, maintenant, on va rendre difficile la communication et les informations qu'on va recevoir. Comme tu disais, dans Dark Pictures, une personne va devoir raconter à l'autre ce qu'elle a vécu. Dans Phasmophobia, une personne va devoir raconter à l'autre ce qu'elle a vu aussi. Et c'est en croisant les informations qu'on va pouvoir s'en sortir. On parle par des talkie-walkie. Souvent, c'est des modes de communication qui suivent les personnages. Donc, si on est trop loin, on ne s'entend pas. La spatialisation du son, ouais. Il y a tout ce jeu là-dessus sur la communication qui n'est absolument pas facilité pour des volontés de frousse. Finalement. Et il y a un autre moyen du coup de jouer en multi, t'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure Dolly, c'est les jeux d'horreur en live. Oui. Et t'as dit que toi, c'est ce qui t'a permis de te mettre... Vraiment, ouais. De m'y mettre vraiment. Le premier jeu d'horreur que j'ai fait en live, c'était Soma, qui est un jeu... Alors, ambiance, horreur, il y a plusieurs... Là, ça se mélange aussi un petit peu parce que... au final, on arrive dans une base, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, il y a tout un truc. J'ai pas envie d'en dire trop parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler le jeu parce que je trouve qu'à découvrir, il est incroyable. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, moi, là où j'avais des difficultés quand je jouais seule, c'est que j'avais l'impression que ma peur servait à rien. C'est bizarre à dire comme ça, mais que, en fait, une fois que je l'ai déplacée en live. Déjà, en plus le truc c'est que moi je suis super expressive, donc du coup vraiment je crie, je bouge, je fais des têtes pas possibles, enfin voilà. Donc je sais que quoi qu'il arrive, ça fera rire les gens au moins. Ils se moquent de moi. Ça fera rire les gens qui regardent. J'ai aussi constaté qu'il y a plein de gens qui ne se sentent pas du tout de jouer à des jeux d'horreur, vraiment physiquement impossible, alors que l'histoire les intéresse et qui à partir du moment où ils regardent quelqu'un d'autre y jouer, ça va mieux. L'avantage aussi du live, c'est que les gens sont quand même impliqués aussi dedans. C'est pas juste un let's play sur YouTube où du coup on voit juste le truc défiler sous nos yeux. Il y a quand même une forme d'interaction puisque effectivement sur les moments de tension, moi je pose des questions à mon chat pour savoir qu'est-ce qu'on prend comme décision, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc j'ai vraiment pas l'impression de jouer seule. Ça m'aide beaucoup. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu autour d'un petit feu de bois avec nos chamallows et puis on se fait peur, on se raconte des histoires, sachant qu'en plus bien évidemment, je le dis, mais bon, ça tombe sous le sens et c'est comme pour le cinéma. Le jeu d'horreur, il a énormément de choses à raconter. Il y a énormément de sujets qu'on ne peut évoquer qu'à travers l'horreur et qui sont des sujets qui sont passionnants. C'est un peu
dommage parce que c'est vrai que je pense qu'il y a des tas de gens qui effectivement vivent pas forcément super bien l'horreur, mais beaucoup de gens qui voient ça comme un genre un peu décérébré, qui n'a rien à dire et qui est là vraiment juste pour la sensation. Alors que pas du tout. Donc il y a énormément de choses à découvrir et c'est vrai quoi, le faire en live, je trouve qu'il y a une dimension différente aussi parce qu'on voit que les leviers d'horreur sont vraiment pas du tout les mêmes d'une personne à l'autre. Mais oui, je trouve que je trouve que l'horreur, elle c'est pas qu'elle se décuple à plusieurs, mais il y a vraiment un intérêt aussi à partager ça et c'est aussi une forme de vulnérabilité, quoi. Et je trouve que ça fait du bien, concrètement, ouais. On se mente le bourrichon peut-être à plusieurs, comme on dit. Absolument, tout à fait, oui. Il est 17h10, donc malheureusement, je vais devoir passer à ma dernière question. J'ai l'impression que les jeux d'horreur chez les gens, c'est qui tout double. T'as ceux qui rentrent à fond dedans, qui ont super peur au point de ne pas pouvoir y jouer. Tu en parlais, Dolly. Ou il y a les gens, ça leur passe 3 km au-dessus et oui, bon, écoute ton truc, c'est nul. Est-ce que, déjà, je voulais vous demander pourquoi vous aimez, selon vous, petite analyse personnelle, pourquoi vous pensez aimer les jeux vidéo d'horreur? Et dernière question, est-ce que, peut-être Cyril, on va commencer par celle-là, est-ce que le jeu d'horreur saura toujours se réinventer comme ça, toujours trouver une nouvelle chose pour nous faire peur? Est-ce que tu penses que ça, c'est bien parti, notamment par le gameplay, je veux dire? J'ai beaucoup de questions en même temps. Oui, je sais, c'est parce qu'il est 17h10. Good luck, j'ai tout lâché. Du coup, est-ce que le jeu d'horreur pourra toujours se renouveler? Oui, j'ai envie de dire oui, en fait. C'est comme tous les jeux, en fait. C'est comme tous les médias, de manière générale. Ça finira toujours par se renouveler d'une manière ou d'une autre. On trouvera toujours quelque chose de nouveau à faire. Même si on a l'impression d'avoir fait le tour et que la plupart des jeux, en fait, en ce moment, ne renouvellent pas forcément. C'est juste un temps mort, mais ça finira par se relancer plus tard quand quelqu'un débarquera avec une nouvelle idée. Et comme là, avec les chats de proximité, ça commence à revenir un peu plus fort, quoi. Après, c'était quoi l'autre question? Après, c'était pourquoi tu penses que toi, tu kiffes Alors moi, ce qui me fait vibrer avec l'horreur, c'est justement la menace, le fait d'être menacé, d'avoir une probabilité de mort assez élevée. Ça ramène un peu à sa propre mortalité d'une certaine manière, et le fait que oui, en fait, il peut se passer plein de trucs très rapidement qui peuvent, voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu fais de ça, entre guillemets? C'est genre, maintenant que tu sais que tu as une forme de fatalité qui est proche de toi, qu'est-ce que tu fais de ça maintenant? Et puis ça permet un peu de se remettre en question d'une certaine manière. Après, bon, c'est une introspection un peu. Les jeux d'horreur. Et toi, Julie, pourquoi tu penses que tu kiffes les jeux d'horreur? Pour plein de raisons. Alors, je pense que comme Cyril, j'aime aussi contempler ma propre finitude. Je trouve qu'il y a aussi, souvent une dimension très, très cathartique à l'horreur. C'est un genre qui, et pour moi, ça s'applique aussi bien au cinéma qu'aux jeux vidéo, qui est un terreau propice à toutes sortes d'expérimentations, en fait, et qui donne lieu à des mondes vraiment, vraiment superbes. Et je suis assez convaincue aussi que le jeu d'horreur arrivera toujours à se renouveler parce qu'on aura toujours, malheureusement, des angoisses sociétales à exorciser d'une manière ou d'une autre. Et par exemple, c'est vrai qu'on parle, il y a énormément de sous-genres horrifiques. C'est vrai que ce serait absurde de se dire, voilà, il y a une horreur, elle est censée être comme ça, on est censé jouer à un jeu d'horreur, lumière éteinte, seule. Je suis pas du tout partisane de cette vision, en tout cas. Et dernièrement, j'ai été très surprise récemment par Dead by Daylight, parce que justement, c'est un jeu qui, en soi, est plutôt routinier, où on passe son temps à réparer des générateurs, mais il y a un côté, une dimension tellement imprévisible. Pour résumer très brièvement, c'est un jeu où on est face à un tueur qui est incarné par un autre joueur, et on peut soit tomber sur quelqu'un qui découvre tout juste le jeu et va être parfaitement inoffensif, soit ça va être une machine de guerre. Et c'est pareil avec les survivants qui jouent avec nous, parce qu'on est en équipe avec 4 autres personnes, on doit s'échapper. Et on ne sait pas en fait si ces personnes-là vont nous sacrifier directement pour s'en sortir, ou si au contraire il y a une espèce de sens de la camaraderie, en tout cas dans l'horreur en multi, que je trouve vraiment très très agréable. Il y a quelque chose de collectif dans l'horreur qui me fait dire que je ne m'en lasserai jamais. Je vais proposer de faire circuler un micro pour les questions, et je vais en même temps te poser la même question, Dolly, comme ça on optimise. Oui, l'horreur, moi je pense que déjà je trouve ça trop beau esthétiquement. C'est un truc qu'on n'a pas évoqué, mais c'est vrai que voilà, moi juste esthétiquement ça me parle beaucoup. J'aime aussi le côté contrat, c'est-à-dire là je sais que je vais avoir peur
Et je trouve que dans un monde, encore une fois, on ne l'a pas évoqué, mais trop difficile parce que pas le temps. Mais en revanche, dans un monde quand même globalement assez horrible en ce moment, ça fait du bien d'avoir des espaces où on sait qu'on va avoir peur pour cette raison-là et que ça ne va pas être cette espèce d'angoisse constante, latente et d'anxiété sociale et sociétale. Du coup, je trouve que c'est des espaces qui sont presque rassurants d'une certaine façon. Y a plein de gens qui pourraient analyser ça de façon très problématique et me dire que j'ai plein de soucis, mais en fait non, voilà, moi j'aime bien trouver cet espace-là, et aussi parce que je trouve que les sujets qui ne peuvent être traités que par l'horreur sont des sujets qui sont passionnants, même autour de violences qui sont parfois très dures. Je trouve que l'horreur, elle a énormément de choses à dire, et effectivement, Julie, je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait que voilà, il y a tellement de sous-genres, il y a tellement de trucs qu'on peut pas juste résumer ça et se dire oui, voilà, elle peut plus se renouveler. Bah si, en fait, elle continue de se renouveler. Par contre, ce qui manque parfois, c'est des gens qui savent mettre ça en image. Mais l'horreur, elle est tout le temps là, et je trouve qu'on ne peut pas l'ignorer. Et en fait, on ne fait que la rendre anxiogène si on l'ignore, alors qu'en fait, il y a énormément de choses à en dire, quoi. Pour faire face à ces démons, c'est ça au sens propre. Ange ou démon. Wow. Du coup, on va passer aux questions. Donc, je passe le micro. Bonjour. Bonjour. Je trouve que dans les jeux d'horreur compétitifs comme Dead by Daylight ou bien le multijoueur de Dying Light, l'aspect horreur se perd rapidement après une dizaine d'heures de jeu. Est-ce que vous pensez que c'est inévitable ? Alors pour moi, non. Alors parce que je n'ai pas joué à Dying Light en multijoueur, mais sur Dead by Daylight, alors c'est vrai que j'ai arrêté d'y jouer récemment, mais le fait qu'il y ait des nouveaux chapitres avec un nouveau tueur à chaque fois qui va potentiellement avoir un nouveau pouvoir, une nouvelle manière de nous tuer, la méta du jeu est bouleversée quand même assez fréquemment. Il y a suffisamment de mises à jour pour donner un... En fait, il y a toujours ce côté pochette surprise. Enfin, pour moi, en tout cas, quand j'y rejoue de temps en temps, j'y joue pas aussi assidûment qu'avant, mais je lance une partie, je me dis, mais je vais être face à qui ? Est-ce que je vais être face à Leatherface de Massacre à la tronçonneuse ? Est-ce que ça va être un Leatherface qui est doué ou est-ce qu'il va être nul ? Pour moi, en fait, ils ont tellement noyé leur jeu de contenu que la peur est encore là, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question à se poser sur le côté compétitif et le rapport qu'on peut avoir à la compétition aussi, qui peut du coup atténuer l'horreur à partir du moment où il est obnubilé par le fait de gagner ? Ça devient juste du stress, en fait. Et l'horreur se transforme en stress pour certaines personnes, et du coup, dommage pour toi, désolé. Je vais passer le micro à la dernière personne. Je suis désolée, mais sinon, il y a cette personne qui va me frapper devant tout le monde. Donc, on l'a vu. Tout le monde le montre du doigt maintenant. Donc, dernière question. Bonjour. Déjà, bonjour. Très intéressante conférence, merci. J'ai trouvé ça très fascinant. Le genre d'horreur, déjà, est assez fascinant. Et je trouve qu'il y a un aspect aussi assez récent et nouveau dans l'horreur actuelle, qui est l'horreur plus intrusive. J'ai beaucoup aimé la remarque sur le fait que le jeu peut se différencier par un gameplay qui se rapproche de quelque chose d'intrusif, d'entrer dans d'autres outils. Et il y a un jeu qui est assez récent et qui est dans les mêmes genres que Doki Doki ou même parfois un peu Undertale. C'est un jeu qui s'appelle Kinitopet et qui utilise à peu près tous les outils de l'ordinateur de façon très floue. Et du coup, je trouve que c'est un jeu qui est assez intéressant si jamais vous voulez l'essayer ou voilà, sur ce genre-là. Et en fait, même globalement, j'ai l'impression que les genres de jeux ont beaucoup d'aspects de l'intrusivité, sur le fait qu'il y a plus d'histoires réelles comme Fears to Fathom ou même les jeux de Sheila Sartre. Et du coup, voilà, je ne sais pas si sur ce genre de jeu, ce que vous pensez, si l'horreur réelle est plus horrifique que l'horreur fantastique de fantômes ou d'apparitions, de choses comme ça. Ouais, là, je pense que ça dépend vraiment des gens. Je sais, sur moi, par exemple, je ne sais pas si ça marcherait. Ou je pense que ça aurait un côté presque trop anxiogène de me dire que, encore une fois, on en parlait, hein, du coup, cette espèce de confusion du contrat.
En mode, ok, moi normalement, j'ai décidé d'avoir peur dans le cadre du jeu vidéo, mais si ça fait shut down un programme sur mon ordi et que je le sais pas, enfin voilà. Je pense que là, ça devient compliqué quand c'est trop inattendu. En fait, on ne sait pas à qui on s'adresse et quel genre de peur ça peut réveiller aussi. Donc je me dis, ça peut être intéressant si l'horreur elle évolue dans ce sens-là. Ça peut être aussi super compliqué parce qu'avec tout ce qu'on a d'évolution de l'univers technologique, notamment via les IA, etc., les attaques, les piratages, et les trucs, ça devient un peu tendu. Et du coup, ça devient une horreur, qui peut être une réelle menace. Enfin, donc, ça s'inscrit dans un contexte qui est compliqué aussi. Donc, je pense que c'est vrai que ça peut être intéressant comme ça peut être une super mauvaise idée, en fait. Oui. Après, c'est une évolution. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit la seule évolution de l'horreur. Oui. L'horreur ne doit pas se renouveler uniquement via ça. Mais par contre, ça reste une part qui peut être intéressante, qui peut faire vibrer certaines personnes et d'autres personnes qui ne supporteront pas du tout parce que c'est beaucoup trop intrusif. Et c'est complètement OK, en fait. On n'est pas obligé de tous apprécier les jeux d'horreur, même si on aime bien certains types d'horreur ou quoi que ce soit. Et que ça évolue en branches multiples et variées. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous, le public, d'avoir été attentif et passionné par l'horreur. Je vais laisser ma place à 2 garçons dans le vent qui vont enregistrer un podcast. Donc je vous invite à peut-être prendre l'air 5 minutes et à revenir. Ils seront là, ils seront beaux, ils seront frais et ils seront en train d'enregistrer. En place. C'est la pire fin en place. C'est mieux, c'est vachement mieux. Merci tout le monde. Merci. Merci.